L'idée de ce livre, pourquoi ce livre, L'adieu à l'humanitaire. Alors comme vous, sans doute, depuis des années, ça fait 15 ans jusqu'à récemment, j'étais rédacteur en chef de la revue humanitaire à Médecins du Monde. Donc depuis plusieurs années, comme vous, j'observe le mouvement de fond, sans jeu de mots, qui voit l'intérêt du secteur privé pour la culture, pour la presse, par exemple. On observe dans la presse les concentrations de l'entrée dans les capitaux de journaux, d'entreprises, dans la culture, les fondations, les mécènes de plus en plus, etc. Et ce mouvement, on le voit aussi à l'œuvre dans une sphère. Tu en parlais, on va, je pense, pas arrêter de dire des choses qui se croisent comme ça, mais on l'observe aussi dans des espaces qu'on croyait épargnés un petit peu par cette tendance, et notamment le milieu de l'humanitaire, le milieu du développement, de l'environnement, tu en parlais aussi, et même dans le domaine donc de l'action sociale que vous connaissez bien au CAC. Bref, c'est tout le milieu de la solidarité nationale et internationale qui est concerné. Alors moi, je me suis focalisé dans ce livre sur le milieu humanitaire. Et là, cette arrivée du privé, elle prend différentes formes. D'abord, il y a des entreprises qui créent des fondations, qui vont cofinancer des projets d'ONG ou mettre en place avec elles ce qu'on appelle du mécénat de compétences. Donc, on vous prête des ingénieurs, etc. Donc, c'est valorisé ensuite financièrement dans les budgets. Voire même certaines fondations d'entreprises interviennent directement sur le terrain. Je pense à la fondation Veolia et à son réseau Veolia Force qui annonce depuis 1998 40 missions d'urgence, 60 missions de développement réalisées par 500 volontaires. Donc c'est tous des salariés de Veolia qui sont mis à disposition sur des programmes humanitaires ou de développement. En particulier dans son cœur de métier, donc, ce qui est l'eau et la sanitation. Au niveau international, même si moi dans le livre je me suis surtout cantonné au niveau français, mais le niveau anglo-saxon est toujours en contrepoint. Enfin, je suis beaucoup dessus pour justement en servir de contrepoint si on part de cette idée que tout ce qui se fait là-bas généralement arrive ici. Voilà, donc j'en parle aussi néanmoins. Donc on note par exemple des partenariats entre des entreprises et différentes branches des Nations Unies, type Ikea et le HCR, Microsoft et OCHA, qui est l'Office de coordination humanitaire des Nations Unies, Coca-Cola et le Fonds mondial de lutte contre le sida, par exemple. On observe aussi de manière un petit peu plus fine dans la sociologie l'arrivée de cadres du privé qui ont fait leur carrière dans des entreprises, à la communication, au développement, aux finances, etc., et qui viennent occuper des postes de direction dans des ONG. Là, je parle de la France, et là, ça aussi, c'est un décalque de ce qu'on a observé depuis des années dans le monde anglo-saxon. Et puis enfin, de manière un petit peu plus anecdotique, c'est l'objet humanitaire est un peu mis à toutes les sauces. Donc déjà, je crois qu'aujourd'hui, il y a très peu de programmes. Enfin, on a l'impression qu'on ne peut plus avoir un programme de solidarité sans qu'il y ait une entreprise derrière. L'objet humanitaire, du coup, c'est aussi la question de la captation un peu du label humanitaire. Et donc l'objet humanitaire est mis un petit peu à toutes les sauces. Par exemple, vraiment 2 exemples pris en 2014, il y a eu un salon du design humanitaire au Salon international du mobilier à Milan. On avait invité des étudiants en design à travailler sur du petit mobilier ou des objets utiles en situation de crise, sur le thème du survivalisme. Puis vous aviez peut-être entendu parler, c'était il y a 1 ou 2 ans, je crois, il y avait une mode, c'était le Ice Bucket Challenge. Vous savez, il y a tous les acteurs de la planète entière qui se versaient des seaux d'eau sur la tête et qui reversaient l'argent à une cause, etc. Donc,
Pourquoi ces deux exemples? C'est parce que il me semble révéler un glissement de plus en plus marqué vers des ressorts empruntés à la philanthropie de tradition anglo-saxonne, très libérale donc, où l'acte solidaire finalement c'est plus une action concertée, elle est plus adossée à une pensée politique construite, tendue vers un changement social, mais à une addition de gestes qui peuvent être sympathiques, qui peuvent même être utiles, mais qui n'ont pas de prétention collective au changement social. Par contre, là, ça marche bien. Donc, je dis pas que l'action humanitaire privée des entreprises, dans les formes que j'évoquais un petit peu plus haut, elle s'apparente à ce type de manifestation-là. Hein. Mais j'attire seulement l'attention sur le fait qu'elle puise un peu à la même source, faute de charge politique. Finalement, et puis finalement, si on se fait un peu l'avocat du diable, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va opposer au fait que les entreprises, elles s'engagent dans l'humanitaire? C'est souvent ce qu'on dit, mais c'est quoi le problème, quoi? Et c'est vrai qu'il y a de forts arguments. D'abord, elles font partie de la société. Donc elles ont un rôle citoyen à jouer. Voilà, enfin, dans la même idée, elles ont été suffisamment accusées de se désintéresser des enjeux sociaux et politiques, en grande partie par les ONG elles-mêmes, pour que maintenant on leur reproche de le faire. Et puis, troisièmement, elles sont ni plus ni moins légitimes que les ONG à s'engager dans le débat public. Et donc dans l'action humanitaire, puisque tout comme les ONG, elles ne tirent leur légitimité que d'elles-mêmes. Hein, c'est souvent ce qu'on a reproché aux ONG, c'est-à-dire quelle est votre légitimité? Pourquoi vous vous auto-décrétez à mener des actions humanitaires? Voilà. Et puis, quatrième argument qui est fort aussi, c'est effectivement, elles disposent de compétences et de moyens qui font défaut aux ONG. Donc tout ça est vrai, enfin je veux dire, en tout cas ces arguments on peut les entendre, et de fait cette arrivée progressive mais résolue du secteur privé ne rencontre finalement qu'une faible hostilité. Moi ce qui soit de la part du public, des médias, de l'État, hein, il y a dans le milieu humanitaire on parle beaucoup de convergence, c'est même au-delà du milieu humanitaire, hein, c'est le développement, etc. Je pense que c'est les mêmes rhétoriques en entrepreneuriat social. Cette idée de la convergence, voilà, associons-nous tous pour lutter contre les maux de la planète, etc. Et au final, il y a une sorte d'unanimisme qui se fait jour, fruit d'un apparent bon sens, quoi. En gros, les entreprises ne doivent plus faire peur. Et s'agissant de l'humanitaire, cet unanimisme il se développe en correspondance avec une dialectique qui joue en gros entre l'humanitaire est en échec. Vous avez entendu toute cette rhétorique sur l'échec de l'humanitaire, cette critique de l'humanitaire, le cirque humanitaire, les ONG sont mal coordonnées, regardez le séisme au Népal, ils arrivent à 500 ONG, ils ne peuvent pas se poser sur l'aéroport, c'est du n'importe quoi, etc. Donc cette dialectique entre l'échec de l'humanitaire et la rhétorique du changement, qui est très très forte dans le milieu humanitaire, c'est-à-dire qu'il faut réformer l'humanitaire. D'ailleurs, il y a une immense grand-messe qui va se tenir au mois de mai à Istanbul, le sommet humanitaire mondial organisé par les Nations Unies, qui, voilà, justement dans cette logique de réformer l'humanitaire. On parle beaucoup de transition humanitaire et, à vrai dire, ce sommet va beaucoup se focaliser sur tout ce qui est financement. Voilà, donc les filières de financement, qui financer, petites ONG a priori non, donc grosses ONG, des logiques de consortium qui se créent entre les ONG pour accéder à des financements. Voilà. Donc, et ce qui me surprend le plus, c'est peut-être que ce sont peut-être les ONG humanitaires qui font preuve de l'apathie la plus conciliante, même si ça doit être modulé, hein, ce que je dis, entre la vision des dirigeants et des militants, des salariés, des bénévoles, ça discute évidemment, hein, mais globalement,
il y a une sorte de fatalisme qui prend le masque de la raison, comme pour feindre de contrôler cette évolution. En gros, il y a 2 séries de raisons qui sont avancées. Je ne sais pas d'ailleurs combien de temps tu me diras quand je... première chose, on dit, voilà, les financements publics sont en baisse. Et on a des doutes sur la pérennité des dons des personnes privées en temps de crise. Donc les entreprises sont les rares à avoir de l'argent. Alors pourquoi le refuser ? Et nous, ONG, des grands noms des ONG françaises, héritières du mouvement French Doctors, que vous connaissez toutes, on est assez fort pour choisir les entreprises, leur imposer des conditions, être fort dans ces partenariats qu'on va nouer avec ces entreprises. Voilà, ça c'est la première série de raisons. Deuxième, l'humanitaire s'est longtemps développé sur les compétences des personnes qui avaient fait le choix de s'engager, parfois de renoncer à une carrière ailleurs, dans le privé. Mais aujourd'hui, on atteint un certain plafond de compétences. Les budgets des ONG augmentent. On a besoin d'avoir des compétences que l'on n'a plus en interne dans ce vivier de militants qui ont longtemps fait les salariés. Donc on a besoin pour être plus fort, plus professionnel, plus apte à aller chercher ces fameux financements qui sont très compliqués à aller chercher. Donc il nous faut des personnes qui ont fait leur preuve dans le milieu hautement concurrentiel et hautement efficace de l'entreprise. Pour ma part, voilà, c'est finalement le fil conducteur un peu de ce livre. Je pense que pour de bonnes raisons, on peut arriver à de mauvaises solutions. Partant de cette idée bien connue, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc dans ce livre, il ne s'agit pas pour moi de créer, d'avoir une vision simpliste, d'opposer les bons contre les méchants, les purs contre les impurs, de dire que les ONG sont complètement hors système, voilà, qu'il faudrait sanctuariser d'une certaine manière cette structure, mais d'appréhender ce mouvement-là que j'évoque à l'aune de quelques logiques, afin d'établir les termes, sinon du mariage, du moins de l'union libre entre les ONG et les entreprises. Et ce livre, c'est résolument un livre de, je dirais, de défense et illustration des ONG. Qu'est-ce qu'elles représentent dans cette société ? Pourquoi il faut les défendre ? Pourquoi il faut leur donner les armes, d'abord leur faire comprendre cet écosystème néolibéral qui se met en place autour d'elles, dont elles n'ont pas forcément conscience, et ensuite leur donner les outils pour se positionner sur cette tendance lourde qui se met en place. Alors il y a 3 logiques, moi, que je vois qui permettent un petit peu de prendre la mesure de ce mouvement. Une première logique, je dirais, supra-systémique, géopolitique. Dans le livre, j'évoque pas mal le milieu anglo-saxon, le modèle anglo-saxon de la philanthropie. C'est pas simplement pour dire qu'il est très différent du modèle français, c'est une tautologie, mais et encore moins pour jouer la rengaine, la partition du village gaulois. Néanmoins, comme je le disais, il est en contrepoint permanent. C'est aussi plus largement pour rappeler que la doctrine américaine en matière de projection à l'extérieur a donné lieu à un modèle dit d'intégration, qui consiste à faire de l'humanitaire un élément du dispositif politique, diplomatique, militaire, à côté de l'État et des entreprises. Il y a un chercheur, Sami Maki, qui a bien expliqué comment ce programme s'était bâti en cohérence avec ce qu'on a appelé le managérialisme libéral, avec la réduction du poids de l'État et l'ouverture au secteur privé. Et il explique également, Sami Maki, comment ce modèle intégré est appelé à être dupliqué dans le modèle européen. Et effectivement, on a un glissement qui se fait de ce type-là.
De fait, la stratégie humanitaire française qui a été élaborée par l'État en 2012 accorde une place de choix aux entreprises et aux fondations privées. Et il y a eu un accord très récent, c'était en août 2014, entre le ministère des Affaires étrangères et 5 grandes multinationales françaises, Bouygues Construction, EDF, Lafarge, Nutricet, Veolia, qui marque ce rapprochement de manière quand même assez forte. C'est un partenariat qui prévoit de créer des synergies plus efficaces en cas de crise entre les moyens publics et privés. En gros, les entreprises s'engagent à mettre à disposition de l'État les moyens humains et matériels dans leur domaine de compétences, et lui met à leur disposition son réseau diplomatique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a une sorte... certaines personnes ont dit, voilà, il y a une sorte de doctrine qui est en train de s'établir entre une diplomatie économique et diplomatie humanitaire. Diplomatie humanitaire en cas de crise humanitaire. L'idée, c'est vraiment d'apporter des moyens, de demander aux entreprises d'amener des moyens, des hélicoptères, des avions, tout ce qu'on veut. Mais là, il ne s'agit pas de faire des affaires. Et puis, il y aura une diplomatie économique, là, sur le développement, qui consisterait à dire... Les ambassades ont été modifiées il y a 5-6 ans dans ce sens-là. Voilà. Oui, c'est un mouvement progressiste. Hein. Et donc, dans le cadre du développement, voilà. Là, les entreprises peuvent en profiter pour faire du business. D'ailleurs, Fabius, à cette occasion-là, a dit une phrase géniale. Il a dit « Nos ambassadeurs sont à votre disposition ». Voilà, donc je ne sais pas si les ONG ont jamais eu une telle déclaration d'amour, mais voilà. En tout cas, ce qui était surprenant aussi, c'est qu'à l'occasion de cet accord, il n'y avait aucune mention faite des ONG. C'est aussi une hypothèse que j'émets dans le livre, c'est-à-dire de dire qu'il y aurait une alliance objective entre l'État et les entreprises. C'est-à-dire cette idée que ça arrange l'État, on va donner moins d'argent, on va pouvoir faire des économies sur les financements aux ONG. Accessoirement, même si on a créé des interfaces de dialogue, de discussion avec les ONG, mais même si on n'arrête pas de dire qu'on adore les ONG, ce tissu associatif tellement important, globalement, enfin, quand même, ces ONG, elles sont un peu fatigantes, elles nous interpellent, elles font des communiqués de presse, quand ça se passe mal à Calais, et ça se passe toujours mal à Calais, elles tapent sur l'État français, etc. Donc, il faut les gérer, ces ONG, voire peut-être on en a un peu marre. Et puis de l'autre côté, les entreprises qui, elles, ont effectivement un intérêt, je reviendrai un petit peu plus loin, en termes d'image, de dire, l'État français veut faire des économies, là, ça tombe bien, on est là, on peut vous proposer des choses. Finalement, d'un côté, donc on a une montée en puissance des entreprises dans la diplomatie humanitaire et économique, tandis que les ONG humanitaires et de développement pourraient être ramenées à un simple outil de politique extérieure de la France. Un petit peu, donc, encore une fois, sur le modèle américain. Voilà, où là, les ONG ne sont pas du tout dans une logique d'opposition, de contre-pouvoir à l'État. Ça n'a jamais été cet esprit-là, contrairement aux ONG françaises, par exemple. Et voilà. Et pour terminer sur ce point-là, parce que juste une petite liste, mais si on regarde ce qui se dessine en matière d'aide au développement et d'économie sociale, on peut effectivement voir une logique d'ensemble dans laquelle les ONG, les associations en général, n'auront peut-être bientôt plus leur place. Je pense, les associations, par exemple, elles sont carrément pas au centre de la loi sur l'économie sociale et solidaire qui avait été votée en juillet 2014, alors qu'elles représentent quand même 80% des organismes de l'ESS. Un domaine sous très grande influence anglo-saxonne, d'où le glissement souvent entrepreneuriat que tu évoquais. En revanche, les entreprises classiques qui vont obtenir l'agrément ESS, si ça s'est confirmé, je ne sais pas, mais donc elles vont pouvoir accéder à des financements
qui jusqu'alors étaient réservés à des associations. En 2000, j'ai plus les dates, je crois que c'est 2014, j'ai eu beaucoup de choses en 2014. Il y a eu un rapport sur la réforme, encore une fois, de l'aide publique française. Le rapport a été confié au numéro 2 de Danone. Donc c'est le rapport Faber, je crois que j'ai entendu, le rapport Faber, donc qui fait le constat, voilà, c'est ce que je disais en début en commençant, hein, cette dialectique échec, donc changement. Donc là, ils font le constat il y a un essoufflement de l'aide publique au développement, donc il faut la réformer sur la base de certains outils, dont les Development Impact Bonds. Donc Social Impact Bonds, Development Impact Bonds. Voilà, donc la troisième étape peut-être dans l'humanitaire, ça sera les Humanitarian Impact Bonds. Voilà, vous voyez un peu le genre de la déclinaison qui se... Voilà. Avec juste cette précision en plus aggravante, j'ai envie de dire, sur les Development Impact Bonds, qui est que là où en plus les investissements, ouais, c'est des investissements, les sommes en jeu sont encore plus importantes que dans beaucoup d'actions sociales. Là, l'État se porterait garant des entreprises. Donc voilà. Et ça, mais je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. C'est effectivement ça a été décrié comme une déclinaison des PPP, partenariats publics-privés, qui ont été dénoncés dans un rapport de l'Assemblée nationale comme une bombe à retardement économique, enfin financière, quoi. Voilà, donc on est aussi dans cette logique-là. Voilà, ces Development Impact Bonds, ils n'existent pas encore. Comme ces Social Impact Bonds apparemment qui ne sont pas encore là, mais bon, voilà. Et puis pour finir, oui, dans le même temps, l'Association des maires de France, qui est le collectif vous, le CAC, qui alertait sur le plan de rigueur d'avril 2014, qui pourrait mener jusqu'à 270 000 suppressions d'emplois dans le milieu associatif. Voilà, ramasser un peu. Voilà. Ça, c'est une première logique qui nous dépasse et qui doit un peu interroger. C'est le sens de mon dialogue aux camarades du milieu humanitaire, des ONG, et de leur dire ça doit un petit peu nous interroger cette logique-là. Voilà. Oui, moi je suis pas hostile à ce que les ONG fassent des partenariats avec des entreprises, des fondations d'entreprises, mais bétonnez bien le type de partenariat que vous allez faire et surtout prenez la mesure dans quel environnement ces partenariats ils se font, pour être vraiment, vraiment très, très pointu dessus. Il y a une deuxième logique sociologique. Je vais peut-être vous surprendre, mais les ONG humanitaires, elles sont filles du libéralisme. Ça, c'est une donnée à prendre en compte, qui n'est pas forcément le cas dans le social, dans le développement. C'est qu'au début des années 70, lorsqu'elles se sont créées, Médecins sans frontières en tête, c'était pas des joyeux hippies désireux de mettre à terre le régime capitaliste, etc. Pour moi, c'est un élan extraordinaire qui a eu lieu à ce moment-là. C'est un acte fort d'intervention. Mais après, politiquement, elles se sont créées en opposition surtout au tiers-mondisme, hein, et Broman, par exemple, l'explique très bien sur Médecins sans frontières en disant nous, on n'était pas des hostiles au libéralisme, nous, on était surtout hostiles au communisme et à tous les régimes dont on voyait ce qui pouvait se passer, les Khmers rouges, etc., etc. Donc, c'était pas cette logique-là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je suis pas en train de dire milieu où là, attention, il faut réécrire toute l'histoire humanitaire, etc. Moi, je la défends à 100%. Mais voilà, il faut avoir quand même cette donnée-là, pas être dans une espèce de lecture un petit peu romantique, et puis surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, moi, les ONG humanitaires françaises, elles continuent de faire un super travail, quoi. Mais voilà, il y a cette dimension-là qui est importante.
Néanmoins, elles se sont construites d'abord donc en marge de l'État, ces ONG, mais elles se sont quand même aussi construites en marge des entreprises. C'est-à-dire que c'était quand même une époque où, même si elles n'y étaient pas hostiles, etc., c'était quand même très compliqué de faire des partenariats avec des entreprises. Les entreprises avaient très mauvaise presse, elles étaient jusque dans les années 80-90, enfin les années du tout fric, faire des partenariats avec des entreprises, voilà. Et puis il y a eu des naissances de gros bailleurs institutionnels, éco, etc. Donc cette question des entreprises-là encore se posait pas. Et puis il y a des organisations humanitaires, dont Médecins du Monde, à laquelle j'ai longtemps appartenu donc, qui a développé toute une rhétorique et une action sur le changement social, donc d'une certaine manière, changement social, donc quand même une approche anti-libérale. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les conditions ont changé. D'abord, il y a un changement générationnel très fort dans les ONG. Les fondateurs de l'humanitaire, les gardiens du temple un peu, les aristocrates du risque, les appelait une chercheuse, Johanna Siméan, ils ont passé la main. Ils passent la main. En tout cas. De sac de riz. Voilà, par exemple. Et changement générationnel, les nouvelles générations qui arrivent, elles ont un rapport davantage décomplexé. D'abord au privé, alors, j'ai envie de dire au diapason de toute la société, enfin de ce rapport un petit peu... voilà, les entreprises ont fait leur mue, responsabilité sociale et environnementale, voilà, les entreprises font du bio, les entreprises sont sympas, elles font de l'économie sociale et solidaire aussi, etc. Donc on a une jeune génération qui n'a pas ce même rapport que les générations d'avant pouvaient avoir à l'entreprise en se disant non, les entreprises on n'y va pas parce que c'est Total, parce que c'est ça, parce que ils étaient impliqués au Biafra, etc. C'est pourri. Non, là, voilà. Donc, elles ont un rapport, cette nouvelle génération, un rapport, je dis pas non plus que toute cette génération, il n'y a pas de militants et qu'il n'y a pas de jeunes, voilà, qui ont une lecture politique des choses. Hein. Néanmoins, elles ont un rapport un petit peu plus décomplexé à cette question du privé. Puis elles sont aussi moins dans une lecture romantique de la geste French Doctors, etc. Donc elles sont beaucoup plus suggestibles, je dirais, à tout ce qui est partenariat avec les entreprises. Et finalement, moi, ce dont je me dis qu'on est un peu en train d'assister à des retrouvailles non avouées entre les ONG qui seraient aujourd'hui devenues adultes, mais qui ont des gros budgets, qui ont des grosses responsabilités, qui gèrent des choses bien plus importantes qu'il y a 30 ans. Voilà, une ONG aujourd'hui, elle peut gérer en une semaine, elle peut gérer un camp de 150 000 réfugiés en Afrique ou ailleurs. Voilà, c'est très différent de ce qui se passait dans les années 80. C'était hautement symbolique. Ouais, il y avait 3 médecins qui partaient avec des valises, des médicaments, qui rentraient clandestinement en Afghanistan. Symboliquement, c'était hyper fort. Médicalement et techniquement, je veux dire, ça servait à rien. Grosso modo. Donc voilà, donc il y a aussi cette chose à mesurer. Et moi, je suis pas sur la question je refuse cette logique de l'entreprise humanitaire, les multinationales du cœur, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il faut effectivement intégrer que pour pouvoir assister des populations, voilà, aujourd'hui, il y a des chiffres très compliqués, mais en gros, voilà, le système humanitaire mondial est censé pouvoir gérer 2 crises de niveau 3 en même temps. En ce moment, il y en a 5. Donc voilà, donc il y a aussi ces questions de masse de population à aider. Évidemment, après, vous pourrez me renvoyer, oui, mais derrière, qu'est-ce qui fait que ces populations sont en guerre, etc. Bon. Ok. Donc voilà, je vais peut-être accélérer, j'en sais rien, je n'ai pas du tout conscience du temps. Voilà.
et pour juste terminer sur cet élément de sociologie, je vous disais l'arrivée de cadres du privé qui arrivent. Très concrètement, dans le milieu, on voit un vrai choc de culture qui se produit, hein, sans remettre en cause les intentions de cadres du privé qui viennent dans le... Voilà, je ne me sens pas autorisé à dire le gars qui a fait 30 ans de carrière dans une entreprise et qui veut venir aider, enfin aider, il va être payé quand même, mais qui, oui, bien sûr, hein. Non, mais qui effectivement va éventuellement diviser son salaire par 2, ça c'est des arguments qu'on entend beaucoup, etc. Voilà, enfin, c'est pas parce qu'un gars aura bossé 20 ans chez Bouygues, je veux dire, tu mets pas un pied dans une ONG, voilà. Mais ça ne fait pas de doute. Moi, ce qui m'intéresse plus que ce truc qui serait complètement aberrant de dire toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. C'est d'observer de quelle manière ces personnes, peut-être même malgré elles viennent avec des logiques qui les dépassent. Elles peuvent venir avec leurs bonnes intentions, se dire moi c'est bon, j'ai fait 30 ans de carrière, j'ai fait mon argent, j'ai fait ma vie, etc. Je peux diviser mon salaire par 2, c'est pas grave. Voilà, la maison de campagne est payée. La maison de campagne est payée. J'ai envie de faire des trucs utiles. Il y a des ONG qui me disent nous on a besoin de compétences dont on manque. Pourquoi je remettrais ça en cause? Mais qu'est-ce que ces personnes amènent avec elles, cette sociologie qui transforme de l'intérieur les ONG et voilà, c'est ça moi qui m'intéresse plus que d'être sur des... Voilà. Et puis troisième logique, après la logique géopolitique, sociologique, une logique économique pour le coup. Donc ces dernières années, c'est vrai, les entreprises, elles ont connu des heures sombres. Il y a eu les affaires financières, il y a eu les pollutions massives. Ça serait intéressant de parler, j'en parle dans le livre, du travail incroyable que peut faire une fondation comme Shell, qui obtient du gouvernement américain d'aller creuser des puits pour aller chercher du pétrole en Antarctique, ou en Arctique, je crois que c'est en Arctique. Voilà, et qui en même temps a une fondation dont le slogan est en gros c'est mettre l'esprit des affaires au service de l'environnement. Voilà, donc on se rassure, on a la même avec Total. Hein, oui, c'est les mêmes. Donc c'est clair que la crise elle a porté de rudes coups aux entreprises. Il a évolué. La question est-ce qu'il a vraiment évolué en profondeur, la RSE, etc. Est-ce qu'il a vraiment fait sa mue ou est-ce que il a bien compris l'intérêt qu'il y a à rentrer dans les ONG. Mais néanmoins, ces entreprises, elles disposent des moyens dont les États, même où l'Office humanitaire européen, ECHO, ne dispose même pas. Pour autant, voilà, moi, mon propos, c'est de dire, au nom de ces ressources nécessaires, les ONG, elles ne doivent pas oublier qu'elles ont construit un outil dont elles peuvent être fières. Je leur disais tout à l'heure, et je crois que vraiment c'est le cas. Si je devais continuer de filer la métaphore sur le mariage, ou en tout cas l'union libre, je dirais que la dot humanitaire, elle est quand même très très belle. Donc c'est là où il faut effectivement se poser des questions et que les ONG, elles doivent vraiment vraiment faire très attention. C'est tous les marchés potentiels que l'humanitaire ouvre aux entreprises. C'est-à-dire à l'occasion d'un partenariat, une entreprise qui finance une association humanitaire, d'une certaine manière, elle va rentrer dans un pays, elle va rentrer sur un marché. Enfin, en tout cas, ça lui offre des perspectives assez intéressantes. On l'a dit tout à l'heure, l'accès à des financements institutionnels avec l'ESS. Et puis surtout l'image humanitaire. Moi, ça me paraît assez important. On pourrait dire juste l'image. Bon. Non, c'est essentiel parce qu'on a vu que ce qui s'est produit lorsque l'État, dans les années 90, il y a eu un fort interventionnisme de l'État. Dans les années 70-80, en gros, l'État, tout le monde s'en fichait des ONG. Allez faire vos actions en Afghanistan, les French Doctors, c'est super, c'est même presque bien pour l'image de la France, French Doctors, vous imaginez, etc. Dans les années 90, là, ça a changé de ton.
Là, il y a eu des gros conflits, il y a eu des crises énormes, le Rwanda, la Bosnie, la Somalie. Et donc là, les États se sont mis à réinvestir ce terrain-là qu'elles avaient abandonné, cette action humanitaire. Ou en tout cas, elles ont intégré l'action humanitaire dans leur action diplomatique. Et là, ça aboutit à une confusion totale. C'est-à-dire, maintenant l'humanitaire, c'est plus les ONG, c'est plus le CICR, c'est plus seulement les ONG, c'est plus seulement le CICR. Ah, mais l'État fait de l'humanitaire. Bon, ok, mais enfin, sur le terrain, concrètement, pour un Afghan, faire la différence entre un humanitaire et un militaire, pas toujours évident. Quand le militaire distribue un sac de riz ou distribue des médicaments parce qu'il y a les services médicaux de l'armée qui peuvent faire ce travail, voilà, ça a posé des questions, ça aboutit très concrètement effectivement à des attaques d'humanitaires sur les terrains, des attaques ciblées, parce qu'effectivement, du coup, les humanitaires étaient assimilés à des forces occupantes, aux coalitions, etc. Donc voilà, cette question de l'image humanitaire, elle est importante aussi, même pour les entreprises, enfin, avec cette arrivée des entreprises-là, c'est-à-dire, voilà, si elles captent ce label humanitaire, entre cette action des humanitaires, qui reste quand même une action qui vise à apporter une aide neutre, impartiale, à des populations, la confusion avec l'action d'entreprises qui par ailleurs vont pouvoir négocier des contrats dans ces pays-là. Voilà, je pense qu'on peut arriver à des confusions énormes. Voilà, juste pour terminer, parce que et juste pour terminer, enfin, que dire aux ONG? Moi, j'ai terminé mon livre là-dessus, finalement, en disant, je pense que vous avez 4 alliés pour essayer de résister, de maîtriser, de contrôler et de dire aux entreprises, on n'est pas des bisounours, et on est fort de ce qu'on est, toutes, Médecins sans frontières, Médecins du monde, Action contre la faim, etc. En étant, oui, soyons pragmatiques, oui, soyons de notre temps, etc. Mais je pense qu'elles ont 4 alliés forts. D'abord, les associations. Les ONG humanitaires, elles ont ce travers, et pourtant je les adore, mais elles ont ce travers, c'est-à-dire qu'elles ont une position de surplomb par rapport à tout le reste du milieu associatif. C'est vrai, elles ont des marques, on appelle ça des marques maintenant. Moi je préfère le terme d'emblème, etc. Mais voilà, elles ont des noms très importants, elles ont accès à des financements, c'est des grosses structures, mais ça reste des associations, loi de 1901. Mais elles ont oublié, d'une certaine manière, d'où elles viennent, parce qu'elles sont un petit peu protégées des rudesses de l'accès au financement, etc. Donc pour moi, elles doivent vraiment revenir à cette source associative et dire, oubliez pas, quoi. En France, c'est 1 300 000 associations. Vous êtes des lois associations de 1901, des associations de 1901. Ce poids que vous pouvez développer vis-à-vis des entreprises et même de l'État, c'est avec les autres associations. C'est pas à 20 associations, French Doctors, que vous y arrivez. Deuxièmement, il y a les citoyens, que les ONG ont trop souvent, effectivement, je dirais, tendance à voir comme des donateurs potentiels avant de voir comme des citoyens. Et donc, il faut vraiment recréer le lien avec les citoyens. Bien sûr, il y a un donateur potentiel derrière un citoyen, mais avant tout, il y a un citoyen avec qui on peut dialoguer, amener de l'information, mobiliser. Et ces citoyens-là, ils seront d'autant plus forts à défendre les ONG contre des tendances plus lourdes si effectivement ils sont associés au travail des ONG. Les médias et les journalistes, troisième allié, parce qu'ils ont été compagnons de route pendant très longtemps. Maintenant, ils ont complètement décroché des ONG humanitaires. Ils font souvent reproduire beaucoup la vulgate justement sur l'humanitaire en échec, etc. Je crois qu'il y a un vrai lien à recréer avec les médias,
parce que les médias, ils sont aussi interface avec le public, avec les entreprises, enfin bref, avec la société, quoi. Et troisième partenaire avec lesquels nouer des liens très forts, sortir aussi de la position de surplomb qu'ont parfois les ONG occidentales cette fois-ci, c'est avec les ONG du Sud. Hein, et pour terminer là-dessus, par exemple, sachez que la plus grosse ONG au monde, elle est bangladaise. Elle a 120 000 salariés. Elle a été créée en 71, à peu près au même moment que Médecins sans frontières. Elle a 120 000 salariés dans le monde. Elle s'appelle BRAC. Et cette plus grosse ONG, donc elle est du Bangladesh. Mais, ce qui est intéressant, c'est que cette ONG, donc ça c'est aussi, parce que dans le milieu des ONG humanitaires, on a tendance à parfois un petit peu comment dire, survaloriser les ONG du Sud, c'est génial, il faut que les ONG du Sud elles montent, etc. BRAC, c'est un modèle hyper entrepreneurial. Hein, c'est une sorte voilà, elle est à la fois société anonyme, à la fois ONG. Et donc BRAC, en fait, c'est une espèce de maillage d'entreprises qui dégage du cash, et le cash est réinvesti dans les actions de solidarité. Le résultat, c'est une association qui génère en gros 2 ou 3% du PNB du Bangladesh. C'est un État dans l'État. Voilà. Mais est-ce que c'est ça le modèle du futur ? J'en sais rien. Ça se discute, on en parle beaucoup de BRAC, etc. Moi, je crois beaucoup, enfin, j'ai davantage envie de croire dans les ONG, les associations locales, militantes, issues de la société civile dans les pays du Sud. Quand je dis du Sud, c'est par extension, hein, l'Est, etc. Mais, voilà. Mais ce modèle BRAC, là, il est intéressant. Voilà. Bon. Et on peut passer on peut passer au débat avec la salle. Irina, elle va participer en répondant aux questions et en donnant quelques informations sur les social impact bonds dans le courant de la discussion. Pour éviter que ça fait déjà 1 heure, Donc, qui veut ouvrir le tir en posant une question? La première est difficile, donc posez la deuxième tout de suite. À la suite de votre Dominique Jaune, je suis bénévole au CAC, on va dire. Je suis bénévole dans d'autres associations de soignants et un centre d'action sociale, un gros centre d'action sociale avec 500 salariés. Mais BRAC, à quel elle est active dans quel domaine? Tout. Tous les domaines. Du sanitaire, du social. Ouais. J'ai appelé ça, moi, le couteau suisse humanitaire BRAC. C'est très impressionnant. Je les ai rencontrés en fait, l'année dernière. Je suis allé à Dakar. C'est très impressionnant parce que c'est un immeuble de 10 ou 12 étages. Et à chaque étage, vous avez une activité. Donc... ça n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est comme une coopérative. Non, pas du tout. Non, là, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment, c'est pas du tout l'esprit coopératif. Mais c'est vraiment, vous avez le premier étage santé, deuxième étage préparation aux catastrophes. Vous savez que le Bangladesh, c'est un pays qui est très sujet aux catastrophes naturelles. Vous avez un étage microfinance, vous avez un étage empowerment des populations, vous avez un étage éducation, enfin, c'est assez incroyable. C'est vraiment une association alors là, pour le coup, il y avait un journaliste du Monde qui parlait de multinationale du développement. Vraiment, ça renvoie à ça. Donc ils font tout. Et en gros, c'est quasi, quand je disais c'est un État dans l'État, c'est en termes de puissance, mais aussi en termes ils sont en quasi substitution de l'État bangladais sur tout ce qui, en principe, relève de la responsabilité d'un État. Il semble mieux organisé que l'État. Aussi, bien sûr. Ouais. Mais ils font un excellent travail, hein. Je veux dire, enfin, c'est pas. Ils sont issus de pays.
Alors l'histoire de BRAC, c'est un Bangladais qui a créé. Non, je vais pas tenter de me souvenir de son nom, j'y arriverai pas. mais c'était c'était la guerre avec le Pakistan, hein, 71-72. Il y a eu guerre avec le Pakistan. Il y a eu une grosse catastrophe naturelle aussi à l'époque. Donc le pays était ravagé et il a accédé à son indépendance à cette époque-là. Et c'est un jeune Bangladais qui lui était étudiant, enfin il commençait sa carrière en Angleterre. Il était appelé à devenir un très haut cadre, je crois, chez Total, si je me gourre pas. Et donc il a dit non, je laisse tomber ma carrière, je vais au Bangladesh, je crée une association. Donc au début c'était une sorte d'appel à la Bob Geldof que Geldof fera 30 ans plus tard sur l'Éthiopie. Là c'était sauver le Bangladesh, enfin c'était un type d'appel comme ça. Et à partir de là il a créé BRAC sur un modèle, je dirais voilà qu'il appliqué à la situation du Bangladesh à l'époque, mais en même temps, lui, il est arrivé avec ses outils de Bangladais formés à la Oxford School, à la Cambridge School, etc. Il est arrivé il a fabriqué une structure financière, voilà, dont je vous ai décrit un petit peu schématiquement ce fonctionnement. Même moi, quand je parle de BRAC, je reste assez prudent parce que moi, j'y ai passé 3 jours. BRAC, c'est une superbe vitrine. Si vous allez sur le site de BRAC, vous avez quand même une rubrique où il peut vous dire alors si vous voulez visiter BRAC, voilà ce qu'il faut faire. Venez nous visiter. Donc enfin, il y a aussi une approche très vous payez votre billet quand même, hein, ils font pas tout. Mais voilà, vous pouvez aller facilement les visiter. Mais effectivement, c'est une vitrine. Voilà, quand vous avez 2-3 jours comme moi j'avais, vous voyez surtout la vitrine. Il y a un travail d'investigation sans aucun doute à faire pour voir un peu plus en finesse, en profondeur ce que c'est. Mais et pour le coup, les moyens, le budget viennent d'où? Alors justement, à 95-97%, tout vient des filières, des entreprises qu'ils ont créées. Alors, ce qui est intéressant quand même, hein, c'est que la plupart, ce sont pas des entreprises, sans intérêt social. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ils ont identifié un besoin. Donc, par exemple, ils ont fait une filière du lait. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. Ils ont créé une filière du lait. Pourquoi ? Parce qu'à la base, en fait, ils se sont rendus compte que les producteurs de lait éloignés de Dakar, etc., n'arrivaient pas à accéder au marché. Parce que acheminer le lait, le conserver, l'acheminer à la capitale, le traiter, etc. Ils n'avaient absolument pas de moyens. Donc BRAC a dit, on va créer une filière laitière, on va créer une usine, on va acheter des camions et on va créer tout un maillage, etc. pour que ces petits producteurs puissent accéder au marché et sur la logique du commerce équitable un petit peu. Sur la logique du commerce. Absolument. Avoir alors dans cette filière-là. Voilà, ils ont fait aussi des choses sur la soie, donc ils ont créé tout un voilà. Donc ils génèrent du cash comme ça. Mais ils ont aussi des partenariats avec des grosses fondations, genre Bill Gates, etc. Bon, j'élargis un peu le propos. Hein. Ce que tu as dit vraiment est très intéressant parce que au-delà des ONG, ça renvoie à beaucoup de problèmes qu'on peut connaître pour l'ensemble des associations citoyennes. Et je pense qu'on a parlé des Social Impact Bonds parce que c'est la pointe de l'offensive que connaissent les associations dans certains secteurs, là où l'État est prêt à payer cash la paix sociale ou des choses comme ça au prix fort, hein, c'est-à-dire au prix de dans sa tous les sens du propre terme, vie. oui. Mais la baisse de financement et l'intrusion de financement privé concernent l'ensemble des associations. Et donc, ce que tu as dit à la fin, à mon avis, peut servir de matrice de réflexion pour le travail qu'on a à faire en termes de stratégie. Hein.
Et je pense qu'il y en aurait tout à fait intérêt à développer parallèlement, continuer la réflexion que tu proposes pour les ONG et la réflexion pour l'ensemble des associations citoyennes, parce que je suis sûr qu'on va trouver des convergences et que c'est sur la base de ces convergences qu'on pourra ne plus avoir la position de surplomb, mais une position de partenariat et d'action conjointe. Hein. Oui, absolument. Parce que par rapport aux grandes ONG, il y a un nombre d'associations qui est phénoménal qu'on ne mesure pas. Hein. Et donc, il y a une force qui naît du nombre à partir du moment où on peut rendre les réactions cohérentes et la prise de conscience cohérente. Mais par contre, c'est encore plus difficile de faire prendre conscience à des centaines de milliers d'associations de ce que toi, tu essayes de faire prendre conscience à 20 ONG, hein, parce qu'il y a une dispersion énorme. Oui, et il y a cette réalité du maillage associatif. C'est vrai que voilà, sur 1 300 000 associations, il y en a 25%, c'est des associations sur le sport, il y a des associations culturelles, et pour le coup, effectivement, c'est comment trouver le lien, le dialogue, comment on dialogue entre structures ayant des objets aussi différents pour les ramener à leur nature commune face à un danger commun. Voilà, c'est ça. C'est ça la vraie difficulté. Il y avait une question là et après une question là-bas. Oui, bonsoir, merci de votre exposé. Yves Altazin, je suis directeur d'une ONG qui s'appelle Frères des Hommes, qui est une ONG de développement, une petite ONG, qui est une véritable association avec des vrais gens. Voilà. Nous aussi, on n'a pas de robot encore un médecin du monde, par exemple. Ouais, qui est né dans les années 70. Qui a perdu ses vrais gens et qui cherche toujours à en avoir. J'ai du mal à comprendre la motivation des entreprises. J'ai été dans des forums convergence, justement ce fameux forum convergence qui se tient à Paris, à les Brognards, où on retrouve le monde des entreprises qui vient croiser le monde des associations et des humanitaires. Et avec je reconnais vos propos, hein, effectivement, une très grosse attractivité. Les ONG sont très séduites par le discours entrepreneurial qui finalement leur apporte l'espoir de fric. C'est un peu que ça. Parce que le discours qu'on peut entendre des gens de la Fondation Danone dans ce type d'endroit, en termes d'impact réel de leur travail, c'est vraiment extrêmement faible. Et les interrogations auxquelles se livrent les cadres d'entreprises de chez Danone, notamment dans des grands exposés, sur la pertinence de leur action, finalement l'interculturalité, la différence culturelle, c'est juste une tragédie par rapport au parcours des ONG que je représente aujourd'hui, enfin celle de Frères des Hommes, qui s'est posé ces questions-là sur la manière de collaborer avec des populations très très différentes il y a maintenant 40 ans. Donc en fait ils sont extrêmement en retard par rapport à ça, ils sont vraiment à des lieux impressionnants. Donc du coup, moi, je m'interroge quand même sur la finalité des entreprises. Quelle est leur véritable finalité? C'est vraisemblablement pas le marché, même s'il peut y avoir des gains à se faire. Est-ce qu'on n'est pas finalement sur une guerre idéologique assez profonde? C'est-à-dire que les entreprises ont à cœur de montrer que leur modèle et leur système économique est supérieur à celui des ONG. Supérieur en termes de valeur ajoutée, supérieur en termes d'efficacité, professionnalisation. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une querelle idéologique qui est déguisée et qui est habillée sous format de responsabilité sociale, ce genre de choses. Mais c'est vraisemblablement une guerre idéologique qui vise à montrer l'incapacité de l'État et l'incapacité des autres acteurs. Mais c'est genre faisons table rase du reste. Moi, je le vois un peu comme ça. Alors, là-dessus, moi, j'aurais une double réponse. Alors, guerre idéologique, bien sûr, puisque dans tout ce courant néolibéral, on est bien, non pas dans une guerre économique, mais dans une guerre d'imposer un modèle de société. Et du coup, avec non seulement défendre cette vision managériale ultralibérale de la société,
mais aussi, je dirais, déstabiliser l'État. C'est-à-dire de dire, ben voilà, nous on est plus efficace que les services publics, plus efficace que l'État, et derrière la démocratie, puisque on n'a pas besoin d'être mandaté pour déterminer l'intérêt général. Les entreprises sont tout à fait capables de déterminer elles-mêmes où est l'intérêt général. Il y a question idéologique, il y a un petit peu tous ces différents points qu'évidemment il faudrait analyser, mais ce serait un peu long. Deuxième réponse, évidemment, si les cadres de Danone que vous avez vus vous ont semblé excessivement en retard, c'est parce que vous, les interlocuteurs que vous avez dans ce type de rencontre, c'est effectivement les gens qui sont chargés de projets, développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE, etc. Et que effectivement, ils découvrent le truc. Mais derrière ce qui se passe, et là ils sont pas en retard du tout, il y a des logiques économiques qui sont tout à fait évidentes. Alors puisqu'on parle du rapport Faber et donc de Danone, alors malheureusement j'ai pas mes notes avec moi, donc j'ai un petit trou de mémoire sur parce que je sais plus si c'est le Pakistan ou le Bangladesh où justement Danone a expérimenté il y a quelques années une grande opération de partenariat, d'investissement le Bangladesh. D'accord, merci. Donc dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et de l'aide au développement. En fait, il s'agit d'appliquer les théories de ce qu'on appelle le bottom of the pyramid, c'est-à-dire rentrer sur les marchés par le bas. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut, pour se faire de l'argent, on ne peut plus compter uniquement sur les riches et les classes moyennes, parce que en volume, le marché commence à être un petit peu saturé, donc il va falloir trouver de nouveaux débouchés. Et donc, l'avenir du capitalisme, c'est quand même les pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais l'avantage, c'est qu'ils sont très très nombreux, et en plus, on peut les endetter. Ça, c'est très important. Et du coup, ce qui s'est passé avec donc Danone, c'est qu'ils ont mis très gentiment en place donc un Bangladesh pour lutter contre les problèmes de manque de protéines dans la nutrition, de vitamines, c'était pas uniquement les protéines. Donc ils ont dit c'est formidable parce que nous on va fabriquer sur place une sorte de yaourt survitaminé et on va le faire avec des produits locaux, donc formidables, et avec de la main-d'œuvre locale, avec des process qui permettront de mettre donc ce produit manufacturé à portée des gens qui ont des tout petits moyens. Donc ils ont bossé là-dessus à peu près pendant 2 ans pour mettre en route de nouveaux process de fabrication, comme on dit chez Danone. L'opération a été un très grand succès, puisque avant même d'avoir commercialisé le premier yaourt au Bangladesh, donc grâce à la recherche sur les process qui d'ailleurs étaient financés en partie par de l'argent public, ils ont mis en place effectivement des nouveaux procédés de fabrication qui se sont dépêchés de répandre sur leurs autres sites de fabrication en licenciant des gens en Europe et ailleurs. Donc le coût du processus a été amorti avant même de mettre les usines en marche au Bangladesh. Et ensuite, évidemment, ce qui est clair pour Danone, c'est de mettre les pieds sur un nouveau marché, puisque même si des pays comme le Bangladesh sont des pays extrêmement pauvres, ils sont quand même sur des courbes de développement qui sont ascendantes. Et donc, si les Bangladais perdent l'habitude de fabriquer, grosso modo, leur yaourt chacun dans sa cuisine, comme ils l'ont fait pendant des millénaires, et qui vont commencer à acheter des produits manufacturés, le jour où ils atteindront un pouvoir d'achat un petit peu supérieur, ils pourront tous se lever pour Danone.
la net. Voilà. En clair, et l'ADR, ces stratégies-là, moi je ne l'invente pas, ça sort de la littérature qui est enseignée dans les écoles de commerce. Donc cette étude de cas Danone, bottom of the pyramid, là, voilà, ça fait partie de l'enseignement où on vous explique comment on peut se faire de l'argent avec du pauvre. Mais il y a une autre, excusez-moi, il y a une autre réponse aussi qui quasiment est contenue dans votre question. Parce que on est un système, on le voit bien au niveau mondial, mais c'est vrai dans nos pays aussi, qui exclut. Aujourd'hui, le système capitaliste exclut. Il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme inemployables à vie, et il faut les gérer. Et les multinationales savent qu'elles vont avoir un véritable problème dans les années qui viennent, cette question-là. Et ça, les ONG ont une liaison quand même particulière avec la société. Et elles savent gérer des situations de ce type-là. Pas forcément de très grande ampleur, mais gérer un camp de 150 000 personnes, c'est quand même un savoir-faire très particulier. Et ce que veulent capter les grandes multinationales, c'est ce savoir-faire-là aussi. Et c'est un des objets fondamentaux, non avoués bien entendu, du mécénat d'entreprise. En envoyant des cadres pour essayer de capter ce savoir-faire-là et se l'approprier. Donc c'est aussi une volonté de maîtrise de la société dans sa globalité. Je pense qu'il ne faut pas être naïf sur cette chose. Alors, c'est pas forcément fait avec l'idée de dire c'est eux les méchants et nous les bons, etc. Mais c'est simplement pour conserver leur position dominante sur la société, leur capacité de faire après des profits qui est, nous dit-on, le but premier de toute entreprise. Et la RSE rentre dans ce cadre-là. Le New Management rentre dans ce cadre-là aussi également. Alors, il y avait une question là. Mais j'aimerais bien juste rajouter pour le monsieur une... Pardon. Non, parce que... pourquoi, en fait, vous disiez pourquoi les entreprises, quels intérêts? Moi, j'ai eu des réponses de fondations assez directes qui ont dit, mais nous, c'est aussi pour motiver nos salariés. C'est une demande des salariés. Voilà, donc il peut y avoir... on peut avoir deux lectures, on peut avoir une lecture genre... il y a plusieurs raisons. Il y en a beaucoup, ça, il n'y a pas de doute, mais voilà, moi j'ai eu cette réponse qui est, comment dire, franche, enfin je sais pas, voilà, c'est-à-dire on est dans une logique c'est de la gestion de ressources humaines, c'est-à-dire qu'on a une demande de sens de la part de nos salariés, qui restent quand même des citoyens comme les autres, qui regardent la télé, qui ont des préoccupations, qui a des choses qui les révulsent, et ils peuvent pas le faire quand ils bossent 12 heures par jour ou 10 heures par jour dans une tour de la Défense. Nous, il y a une demande qui... voilà. Donc ça, et j'y crois. Après, il y a l'autre argument qui peut consister à dire on achète aussi la paix intérieure, on donne une semaine par an à nos salariés pour aller... faire les zouaves au Bangladesh, ils sont contents, ils reviennent et puis ils bossent plus. Bon, il peut y avoir deux lectures du truc. En tout cas, ils arrêtent avec les revendications salariales parce qu'ils ont compris qu'ils étaient des grands privilégiés. Bien sûr. Ouais. Il y a, deuxièmement, moi je pense que l'image de marque des entreprises, je crois que là, je vais pas aller plus loin, mais enfin ce que je disais tout à l'heure sur la dot, sur le label humanitaire, c'est important, je pense, pour une fondation d'entreprise. Et puis éventuellement, ça va. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que très souvent, et c'est a priori, ça se vérifie dans les chiffres, dans les rapports, les fondations disent, mais vous savez, nous, on finance telle association, etc. Mais vraiment, on n'en parle même pas, on communique pas dessus. Ça ne nous intéresse pas de communiquer. Ah bon ? Ouais, non, on donne de l'argent comme ça et on est dans une logique philanthropique presque traditionnelle, classique, etc. Moi, je crois, d'un point de vue communicant d'entreprise, je pense que là, il y a des logiques éventuellement de communication de crise. C'est-à-dire, on ne communique pas parce que ça va nous revenir en boomerang. Donc, on ne communique pas en disant chaque année, on finance... avec nos gros sabots, on finance telle ONG, on finance telle ONG, telle ONG, telle ONG. En revanche, tous ces partenariats, ils sont effectivement accumulés. Et puis si dans 5 ans, dans 10 ans, on a une crise
d'image, une crise interne, voilà, la marque est attaquée sur un truc. Là, on peut sortir le catalogue de toutes les actions de partenariat, des financements, etc. Voilà, c'est ce que les communicants appellent de la communication de crise. C'est on se constitue d'une certaine manière je sais pas, un airbag, un truc comme ça. Et juste pour finir, parce que moi, sur ce truc de... Moi, je suis assez gêné quand il y a je sais pas comment analyser ce truc-là, mais de dire les entreprises, elles veulent ça. Les multinationales, elles veulent ceci, elles veulent cela. Parfois, enfin, je crois pas au truc du complot. Je pas dit, hein, mais si on pousse un petit peu loin la logique de ce truc-là, je crois pas à ce truc-là, genre les entreprises ont décidé de. Moi, pour travailler sur ce livre, je suis allé lire des choses sur lesquelles je serais pas allé, mais bon, comme je travaillais sur les liens avec les entreprises, etc., et j'ai lu un bouquin très intéressant qui peut, je pense, vous intéresser. Je crois qu'on en avait parlé une fois. Ça s'appelle La politique de la très grande entreprise, qui a été écrit par un gars qui s'appelle Olivier Bassot, et où j'ai appris beaucoup de choses sur comment fonctionne une multinationale, en fait. Et lui, il explique que, voilà, il explique ça par un principe de mouvement. Et ça rejoint aussi, en fait, des choses que vous disiez, mais avec un angle un petit peu différent, qui est, c'est pas de la volonté, toujours, de dire, on a visé ça, tel... Non, enfin, ils sont dans un principe de mouvement que la multinationale, en fait, c'est un monstre, mais c'est pas pour dire monstre méchant. Je veux dire, c'est une super structure qui, en fait, malgré elle colonise des territoires qui lui échappent. C'est comme ça. C'est un principe de mouvement. Ah oui, parce que la jonction, c'est la croissance. Bien sûr. De toute façon, une entreprise bien ne sûr. peut... Mais voilà, c'est-à-dire que c'est pas forcément... comment dire, non, c'est pas une question morale, ouais, c'est pas non, la c'est pas une croissance, cible. voilà, ça fait partie de son ADN, Absolument. c'est-à-dire que aucun PDG d'aucune multinationale ne peut dire ah bah cette année on s'en est mis plein les poches, l'année prochaine cool, on arrête quoi. Non, c'est juste pas possible. Sûr. Donc avec on cette est nuance quand même que par exemple ce qu'on disait en commençant tout à l'heure, c'est-à-dire que les ONG, elles n'y ont pas touché pendant très longtemps. Elles n'y ont pas touché pendant très très longtemps. Donc effectivement là, ce principe de mouvement, il s'exprime sur les ONG, les associations. C'est là où ça pose question. Est-ce qu'il y a du profit à faire ? Oui, je pense qu'il y a du profit à faire. Mais est-ce qu'elles ont un calcul ça, j'en sais rien. Voilà. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a un système, mais en même temps, ce que nous démontre le logiciel de Volkswagen ou le logiciel de Deutsche Bank aujourd'hui, où l'une comme l'autre ont mis en place des logiciels pour tricher, l'un sur l'environnement, l'autre sur les délais des transactions à faire de façon à pouvoir emmagasiner de l'argent entre-temps, démontre qu'il y a quand même des systèmes, les logiciels qui ont été mis en place, les algorithmes, ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Donc il y a bien quelqu'un qui a pris la décision de faire un algorithme, de le mettre en place, de le fabriquer, etc. Donc on est dans un système qui pousse naturellement à ça, même s'il n'y a pas de complot contre la société. Ça, je suis bien d'accord, il n'y a pas forcément un complot contre la société, mais j'ai dit, on a un système qui exclut. Et à partir du moment où le système exclut, il faut trouver un moyen pour gérer cette exclusion. Sinon, ça va péter partout. Et capter le savoir-faire des ONG, et pour un moyen, mais parfois en se disant, on fait bien pour ça, parce qu'on évitera justement que ça pète de tous les côtés, on soulagera la misère ici, etc. Donc, ça peut très bien être, même dans la tête des capitalistes, quelque chose de positif pour eux. Sauf que dans la société, ça donne des résultats qui sont complètement contre-performants. Et c'est ça la difficulté à expliquer. Et c'est pour ça que ça marche bien quand ils nous disent, vous faites de l'idéologie. Et nous, on est pragmatiques. Et c'est pour ça qu'il faut remonter au démontage du système lui-même, à mon avis. Alors, tout à l'heure, il y avait une personne, voilà, derrière.
Oui, mais c'était vous. Ouais. C'était vous qui avez la première. Marianne Languet du journal Lien Social. Je voulais savoir, on voit bien dans le travail social quel peut être l'impact dans les pratiques de l'arrivée des social impact bands. Et je voulais savoir au niveau humanitaire, qu'est-ce que ces partenariats peuvent avoir comme effet très concrètement? Est-ce que ça change les pratiques Alors, sur le terrain, quoi? Est-ce que ça change les choses? oui, on ne parle pas de social impact bonds parce que ça n'existe pas encore, mais oui, des partenariats. De ces partenariats. Il y a, je disais tout à l'heure, des chocs culturels d'abord, donc dans le travail en équipe. Il faut que tu leur dises. Il y a des problèmes. Intéressantes, ces histoires. Ouais, des chocs de culture qui se produisent. Un travail de supplémentaire ou encore plus affirmé de tout ce qui est évaluation, reporting, etc. Donc autant d'éléments de gestion venus du privé. Il y en a déjà beaucoup dans les ONG. Mais voilà, ça arrive encore plus. Voilà. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas tant de conflits que ça. Enfin, ça génère pas autant de, ne serait-ce que parce que je finis ma phrase déjà. Ça génère pas autant de problèmes que ça. Mais on en est vraiment qu'au début, en même temps. Les financements et que ce soit les entreprises, enfin les fondations d'entreprises ou les ONG, et elles ont plutôt raison après vérification, c'est que c'est des petits financements, ça reste des petits financements. C'est 100 000 euros par-ci sur un projet, etc. C'est un envoi, parce que c'est pas toujours que de l'argent, ce que je disais, le mécénat de compétences. Donc on peut envoyer un ingénieur de Veolia, comme je l'ai vu aux Philippines, dans des bidonvilles où Médecins du Monde a une action auprès des recycleurs de déchets. Donc pour le moment, enfin, j'ai pas eu d'exemple de tension énorme, parce que pour le moment on est au début d'un processus. Ça saupoudre pas mal sur les ONG. Oui, oui. Non, c'est parce que je pensais que Irena, il serait peut-être bien d'abord que tu te présentes et aussi que tu donnes l'exemple de l'expérimentation sur les prisons qui peut-être répond un peu. Vous la connaissez? Montrer comment. Mais oui, mais justement, voilà. Alors d'ailleurs, à propos des cibles, là, concrètement, qui ont foiré, parce que le premier, celui qui est de Peterborough, qui est cité partout comme l'exemple parfait, ce qu'ils oublient toujours de dire dans les rapports, c'est qu'il a été arrêté en cours de route. Donc il n'est jamais allé jusqu'au bout. Il y en a un sur lequel là, je suis en train de lire pas mal, qui est tout récent, qui avait parfaitement réussi, qui était en Virginie. Donc, alors ça c'est Goldman Sachs, un truc absolument fabuleux. C'était sur l'enseignement préscolaire à des enfants de milieux défavorisés, comme on dit, susceptibles de foirer leur scolarité parce que souffrant de troubles divers et variés. Super réussite à 99%, enfin, un truc fabuleux. J'ai plus les chiffres parce que moi j'avais pas l'intention d'en parler ce soir, donc j'ai pas préparé le truc. Et actuellement est en train de sortir dans la presse américaine des papiers à peu près un toutes les semaines en disant que le truc était totalement pipé, que l'échantillon, enfin que les enfants qui ont été mis dans ce groupe, il y en avait la moitié qui n'auraient jamais dû s'y trouver parce que
ils auraient de toute façon réussi totalement, normalement, leur scolarité, etc. Donc, il commence à y avoir à l'étranger, même si les social impact bonds, il y en a qu'une trentaine en cours, mais ça commence. On commence déjà à avoir, y compris dans la presse grand public, parce que c'est quand même le Washington Post qui a sorti l'affaire, des gens qui s'interrogent en disant, attendez, ce truc, c'est tous ces millions qu'on donne aux banques, soi-disant parce qu'ils prennent des risques, en fait, ils font comme d'habitude, comme font les banques, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour prendre le minimum de risques, y compris en pipant l'idée dès le départ, quoi. Avec les logiciels comme Volkswagen. Voilà, donc... T'avais une question là? Oui, Éric Dedoyel du collectif pour une éthique en travail social, membre assez récent effectivement du collectif des associations citoyennes. Moi, ce qui m'intéresse à travers l'expérience que vous rapportez, c'est de voir une modélisation de l'entrée du lucratif dans différents secteurs, l'humanitaire, le social, la culture également. Donc j'essaye de voir, de modéliser ce qui peut advenir. J'ai bien compris dans votre propos un retour sur investissement en quelque sorte, dans la mesure où des contrats par l'entrisme que pourrait avoir une entreprise à but lucratif dans son action auprès d'une ONG, il entre effectivement dans la reconstruction d'un pays, etc. Il peut trouver des bénéfices. J'ai compris une deuxième mise en tension, c'est celle effectivement, donc là j'allais dire, du management, avec les process propres au secteur lucratif. Par contre, en termes de gouvernance, la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire sa guidance générale, là où elle peut aller, je me fais exprès l'avocat du diable pour susciter votre réaction, vous en doutez bien. Mais est-ce que le cœur de métier, alors, même question pour le social, mais je vous le pose pour l'humanitaire, est-ce que le cœur de métier est menacé? C'est-à-dire, est-ce que l'action principale qui est dans l'urgence, permettre à des personnes de survivre, de garder un sentiment de dignité et une opportunité, à un moment donné, de se reprojeter dans un avenir à reconstruire, nécessitera d'autres forces. Est-ce que ce cœur de métier-là est impacté ou sera impacté si on se projette, puisque vous l'avez aussi expliqué pour l'instant, c'est le saupoudrage. Hein, et donc voilà, est-ce que le cœur de métier est encore garanti? Est-ce qu'il sera encore garanti? Et à ce moment-là, si on se met dans le sens du lucratif, eh bien, c'est pas un si mauvais partenaire, même s'il a des bénéfices secondaires. Ou est-ce qu'au contraire, à terme, quel qu'il soit, ce cœur de métier peut être mis en question en termes là de gouvernance? Si le cœur de métier, en fait c'est ça la question de... Je repars de cette espèce de fatalisme consiste à dire il faut aller chercher l'argent là où il naît pour mener notre action. Oui, enfin moi j'ai envie de dire oui, allons chercher l'argent là où il est. Sauf que effectivement d'ailleurs, il y a un mot là qui circule depuis quelque temps, le philanthrocapitalisme. Enfin, pour dire que la philanthropie elle-même a évolué, c'est-à-dire qu'on est passé d'une philanthropie qui, en gros, ne demandait rien, j'ai envie de dire. Enfin, d'ailleurs, ces grandes familles de la charité. En tout cas, on donne de l'argent et puis voilà, on donne de l'argent. Voilà. Là, on est plus dans des logiques maintenant, c'est-à-dire on donne de l'argent, mais ça peut aussi se concevoir, peut y avoir une intelligence derrière ce truc-là, mais de dire on donne de l'argent, mais on rentre dans un partenariat avec une structure, une ONG. Donc là où je veux en venir, c'est que si le cœur de métier, on considère que le cœur de métier d'une ONG, par exemple Médecins sans frontières, c'est d'aider des gens à survivre dans l'urgence, effectivement, il y a de fortes chances que ça n'impacte pas voilà, puisque l'argent, il va servir à aider des gens, et que l'argent, il vienne de vous qui avez été alpagué dans la rue par quelqu'un d'MSF, enfin, non, qui n'est pas d'MSF d'ailleurs, mais des jeunes là qui essayent de gagner leur croûte. Qui essayent de gagner leur croûte, mais donc... enfin bref, et donc si le cœur de métier c'est d'aider ces personnes-là,
bah oui, l'objectif va continuer d'être rempli. Mais si on considère, comme moi je le considère, que le cœur de métier aussi d'une ONG, c'est non seulement d'aider, mais c'est d'être un porte-parole, un porte-voix, d'être une structure qui essaye de faire changer des choses, qui apporte de l'information, qui contredit des États, qui révèle des choses. Là, effectivement, je pense que ça peut impacter. Il y a notamment, je pense, comme ça, j'ai même plus la référence, c'est dans mon livre, mais j'ai pas toutes mes notes de bas de page en tête. Mais il y a un rapport très très intéressant de chercheurs qui explique que notamment les États, et notamment les États du Sud, on va dire, mais c'est une très mauvaise expression à chaque fois, mais les États qui ont soit soumis à des catastrophes, soit des guerres, des conflits, etc., seront beaucoup plus intéressés à travailler avec les entreprises qu'avec les ONG. Parce que les entreprises, elles ne demandent pas elles sont moins regardantes sur... voilà. Alors qu'une ONG comme MSF, une ONG comme MSF, elle arrive dans un pays, elle dit nous on est financé quasiment à fond, pour MSF France, c'est pas le cas de tout le réseau, mais MSF France, nous on est indépendant à 100%. Si on a des trucs à dire, on le dit, et si vous voulez nous virer, vous nous virez, mais ça ne nous empêchera pas de dire ce qu'on a à dire. Donc là je pense que des ONG qui seraient en partenariat grossissant avec des entreprises, là ça va impacter ce cœur de métier là que moi je considère être le cœur de métier à proportion du soin, à proportion Moi je serais encore plus pessimiste. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans le cadre, puisque tu parles d'un partenariat non plus d'un financement pur et simple, le partenariat, il y a un moment où on a aussi son mot à dire, et vu la multiplication des crises humanitaires dans le monde, on va pouvoir peut-être dire qu'il faudrait intervenir plutôt là, et oui. Plutôt pas là, et plutôt là. Bien et sûr. Donc je dirais que là, le partenariat peut aussi donner lieu à ce type de choix. Oui, mais sachant que cette logique-là, elle est déjà à l'œuvre avec les bailleurs institutionnels. Oui, ça va rajouter une couche. Ça, les bailleurs institutionnels européens, Nations Unies, en fonction des lignes budgétaires chaque année, déjà ils orientent les financements. Et d'où le problème pour les ONG qui disent nous on veut intervenir ailleurs que là où on nous dit d'aller. Donc c'est de dégager ces ressources propres qui leur permettent d'avoir l'initiative. Donc là, on rebondit sur la question du financement. Et d'autre part, en t'écoutant, je me disais, oui, c'est là où les ONG, elles doivent être fortes. C'est-à-dire qu'un partenariat avec une entreprise privée ne voudrait pas dire forcément qu'on va obéir à ce que va dire l'entreprise, mais il faut s'armer pour l'empêcher de pouvoir nous le dire. Et donc c'est là où il y a un problème dans les ONG humanitaires aujourd'hui, c'est-à-dire c'est comment on construit l'arsenal juridique, les conventions de partenariat tout simplement, où on dit on peut, article 1, si on découvre que certaines le font, d'autres le font pas, etc. Je dis pas mais si on découvre que l'entreprise a violé ce qu'on estime être des trucs sur lesquels on passe pas, rupture de la convention, utilisation du logo, attention, vous l'utilisez pas pendant 20 ans. C'est encore là où les ONG, pour reprendre l'expression, sont peut-être un petit peu bisounours, quoi. C'est-à-dire qu'on a un financement, c'est que 20 000 €. Bon, on va pas se... deux personnes. Il y a une personne là depuis tout à l'heure qui essaie désespérément. Une là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'on arrive à 20h. Est-ce que... On a une autre question ici. Une autre ici. Bon, parce que... Voilà. Allez-y. Parce qu'en fait, un des points que je voulais soulever, c'est que pour moi, la vue humanitaire n'est pas que liée à l'arrivée du privé, mais aussi liée à la politisation de plus en plus importante de l'aide humanitaire par le fait qu'aujourd'hui, les États ont pris conscience du pouvoir qu'était l'humanitaire et l'instrumentalisation qu'ils en font. Et effectivement, pour revenir aussi sur le point que vous
ce levier. Pour moi, l'activité humanitaire ne va pas disparaître. Par contre, l'accès à des services humanitaires, l'assistance humanitaire pour les personnes les plus vulnérables, celles qui en ont potentiellement le plus besoin, peut être remis en cause. Parce que si ce n'est pas la zone qui va être priorisée par l'État ou par l'entreprise, on peut avoir un problème. Est-ce qu'on peut parler d'humanitaire à deux vitesses ou on peut parler du social à deux vitesses? Eh bien, dire aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense que c'est un risque. Et en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que je me suis pas présentée, mais je suis Bérangère Trépon, je travaille chez Solidarité Internationale aujourd'hui et je suis dans l'humanitaire depuis 13 ans. Moi, j'avoue que je suis très frappée par cette dérive aujourd'hui. J'ai l'impression que, au nom effectivement de recherche de financement, on va accepter une politisation de l'humanitaire très très importante. Cameron, l'autre jour, qui dit clairement les fonds anglais vont désormais aller là où ça va servir la politique étrangère anglaise. ECHO, dont la directrice générale d'ECHO, qui dans son discours à tous les partenaires au mois d'octobre dit, alors que le discours d'ECHO était toujours de dire nous sommes dans l'Union européenne, mais nous sommes en dehors de toute la politique de l'Union européenne, parce qu'il y en a une, même s'il n'y en a pas, là, elle a clairement dit we are in, but in. Donc clairement, aujourd'hui, l'Union européenne affirme officiellement qu'ils vont utiliser l'argent de l'Union européenne pour servir les intérêts de l'Union européenne. Et donc ça m'inquiète beaucoup pour la partie les plus vulnérables. Après, par rapport aux aspects de défense, je pense que de la même façon que les ONG ont été capables, malgré tout, de se défendre, pas toujours correctement, mais d'une forme d'influence des États, que ce soit leurs États donateurs ou des États des pays dans lesquels elles étaient, pour faire du plaidoyer malgré tout, elles peuvent, c'est le cas dans pas mal d'endroits où quand on n'a pas soit les capacités, juste parce qu'on n'a pas les moyens, ou parce qu'en fait on se prend trop de risques à parler par nous-mêmes, on arrive à donner des informations à des ONG de plaidoyer qui, elles, peuvent faire tenir le discours. Je pense que de la même façon avec des entreprises, il y a des moyens, mais effectivement, je pense que les ONG ne sont absolument pas équipées là-dessus. Et moi, le dernier point que je voulais soulever, c'est par rapport à ce que tu disais sur les aspects de militantisme, enfin le côté associatif, etc. Pour moi, il y a deux choses très fortes. Je suis assez frappée de voir qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui viennent dans l'humanitaire, enfin en tout cas beaucoup, et j'en ai vu beaucoup passer entre les stagiaires que je vois au siège, ceux qui embauchent sur le terrain, etc., aucun d'entre eux ne vient à l'humanitaire pour l'aspect associatif. C'est absolument pas une motivation aujourd'hui. C'est pas du tout l'intérêt, et donc il n'y a pas d'engagement associatif associé à cet engagement de terrain ou de siège. Et donc effectivement, je pense que là-dessus, c'est pas seulement la faute des ONG, c'est aussi que dans la société aujourd'hui, il n'y a plus cette volonté-là. Et en tout cas, il y a certainement quelque chose à refaire, à remobiliser, parce que les gens sont moins intéressés par ça. Et je pense aussi que ça, c'est très fort pour les ONG internationales, etc., c'est qu'elles sont baignées dans un milieu anglo-saxon, où on parle d'ONG, d'associations à l'étranger, ça n'existe pas. C'est un système extrêmement français. Et dans tous les ONG, dans les pays anglo-saxons, c'est des boards qui sont nommés parce que c'est ceux qui donnent le plus d'argent. Enfin, ça n'a rien à voir avec notre système à nous. Et donc, c'est pas du tout le même modus operandi. Donc, forcément, et quand aujourd'hui, c'est eux les plus puissants en termes d'argent, en termes de définition de normes, eh ben, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que nous. Ouais. Ça c'est très très juste. Important. Alors on avait le monsieur là, la demoiselle, et puis il y a Philippe. Alors, attends, mais derrière toi. Oui. Ça t'as déjà parlé toi. Ok, Mohamed Baza, militant du réseau Immigration, Développement, Démocratie. Donc on travaille un peu le Nord et le Sud sur des sujets un peu plus vastes sur la solidarité internationale, en particulier sur des processus de démocratie participative. Donc je reviens juste sur le monstre que vous avez cité tout à l'heure. Juste deux mots, je dis, il y a une logique dans le système actuel, c'est la croissance est une obligation pour faire autre chose. Donc ça c'est la logique que nous, dans tous les cas, ce que nous vendons. Il n'y a pas d'autre choix que la croissance. Les entreprises et les multinationales s'inscrivent bien dans cette logique. Sans croissance, une entreprise risque même sa disparition. Et donc, c'est exactement, on revient à peu près lorsque Ronald Reagan a décidé de fusionner la banque d'affaires avec la banque de dépôt. Et pourquoi pas l'humanitaire qu'on le fusionne avec la banque d'affaires.
Et voilà, on est vraiment dans le libéralisme à fond. Et puis, clair et net, en plus, les sociétés qui utilisent ce moyen de communication dans la moindre des choses qu'on peut dire, y compris même s'il rend un service humanitaire, mais ça reste avant tout l'ADN de croissance et en plus ils échappent aux impôts. Donc déjà logiquement c'est incompréhensible. Une société qui fait tout pour échapper aux impôts, comment on peut sortir d'autres impôts humanitaires? C'est illogique. Et donc je pense que la réflexion est beaucoup plus politique. C'est au sein des pouvoirs politiques qu'on peut changer la donnée, pas, je pense, pas au niveau de l'entreprise ni au niveau des ONG, c'est-à-dire purement un travail politique pour renverser ces éléments qui sont, je dirais, des idées reçues. Par exemple, le capital ne peut survivre que s'il y a une croissance, le chômage il existe tant qu'il n'y a pas de croissance, tout ça il faut le renverser et c'est à nous les ONG ou les associations de trouver quoi vendre. Parce que le capitalisme ou le système, il est très sexy. Il sait vendre les choses. Il fait adhérer tout le monde. Tout le monde adhère dans le besoin. Il crée le besoin. Il crée de la consommation. Donc il séduit. Et nous, je pense qu'il nous faut les moyens pour séduire, pour renverser un peu cette logique et pour ne pas confondre intérêt privé avec... Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus, juste pour réaffirmer que vous avez tout à fait raison de reparler de l'impôt, hein, parce que on n'en a pas énormément parlé, mais dans le système français tel qu'il existe actuellement, beaucoup de ces opérations de financiarisation, que ce soit de l'humanitaire, du social ou autre, ou de la culture, est rendu possible par tout ce système de défiscalisation du mécénat et des fondations d'entreprise. Les fondations d'entreprise, faut pas perdre de vue qu'à chaque fois qu'une entreprise met 100 euros dans sa fondation, ça lui évite de payer 60 euros d'impôts, quoi. Et vous pouvez rajouter plein de zéros derrière, évidemment, pour 100 euros, ils ne s'emmerdent pas avec ça. Voilà. Alors, il y avait mademoiselle. Oui, bonjour, je m'appelle Saint-Sylvain, je suis étudiante. Je suis pas habituée à traiter des questions de l'économie sociale et solidaire. Mais simplement, je voulais faire une remarque, quelque chose que une notion qui m'est touchée du doigt à travers tous vos discours à tous ici, mais qui n'est pas pointée du doigt, c'est la notion de rapport de force et de puissance. Et finalement, est-ce que le capitalisme et les entreprises ne s'intéressent pas à l'économie sociale et solidaire, à l'humanitaire, parce qu'il y a éventuellement des enjeux de puissance, et finalement, toute cette problématique-là ne vient peut-être pas aussi du fait que ce secteur-là essaye de mettre de côté ce langage-là, et donc ne se rend pas compte qu'elle a finalement un poids, et elle essaye d'éluder cette question pour des raisons peut-être morales, éthiques, ou de se dire finalement on fait le bien, on n'a pas vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer clairement à ce sujet-là, mais ne prend pas conscience de ce pouvoir-là, de cette puissance, et finalement l'élude et se fait aspirer à travers ces différents rapports cette force de frappe qu'elle peut avoir, puisque finalement le capitalisme ou les entreprises n'auraient aucun intérêt à traiter de ces choses-là si il n'y avait pas un enjeu de pouvoir derrière. Bien sûr. Mais je trouve que ça prolonge assez bien ce que disait monsieur là-bas, et ce que je disais aussi à un moment, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une sorte d'apathie, de fatalisme du milieu, qui pourtant à l'origine, et encore quand même dans beaucoup d'espaces, est un milieu très politisé. Enfin, politique, j'ai envie de dire. C'est pas forcément une question d'orientation, mais dans l'analyse politique. Dans l'analyse politique, et a longtemps été habitué au rapport, à créer du rapport de force. Et c'est peut-être, il y a une sorte de dépolitisation, ou peut-être au rythme de l'institutionnalisation des ONG.
et que effectivement, ce qui était leur ciment, le truc qui faisait qu'elles pouvaient résister, s'opposer, etc., c'est un peu effrité, un petit peu. Et donc ça pose question. Et d'ailleurs, j'y pense, hein, parce que c'est pas sans, il y a pas de hasard. Mais la semaine prochaine, je crois, il y a un débat à l'IRIS. Où il y a l'Observatoire des questions humanitaires sur voilà, est-ce que l'humanitaire doit redevenir politique, je sais plus l'intitulé, mais vous voyez que c'est des questions qu'on se pose, quoi. Là, dans le milieu très humanitaire, c'est est-ce qu'on n'a pas oublié d'où on vient, et créer ce truc-là qui permet effectivement de se défendre. C'est comme si on perdait de l'universalité finalement en ayant conscience qu'il y a, comment dire, une force dans l'humain. Et je trouve qu'on se cache un peu derrière son petit Absolument. corps. Oui. Et ça rejoint ce qu'on disait sur tout le milieu associatif qui doit se rassembler. Pas Juste une chose par rapport à ça, et c'était ce qui est en train de se passer dans l'humanitaire, où aussi il y a quelques grosses structures qui se disent, nous on est suffisamment costauds, on est suffisamment armés, ce qui fait que c'est pas des petits partenariats qui vont nous faire trembler parce qu'on est suffisamment fort pour résister à ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le milieu associatif par rapport justement à la financiarisation du social, et certaines grosses fédérations, parce qu'ils disent de toute façon il n'y a pas d'alternative, donc il faut bien trouver du fric là où il y en a, donc on peut y compris aller chercher de l'argent dans ce type de dispositif, mais aussi parce qu'ils se sentent suffisamment costauds en disant ok, ça va, nous on a notre histoire, on a notre savoir-faire, on est nombreux, et donc on sera bien capable de résister à ce truc-là. Et donc quelque part il y a aussi un leurre là-dessus, quoi. Il y avait Bernard, non? Philippe là. Moi j'avais juste une question sur vous parlez tout à l'heure des nouvelles générations qui arrivaient avec un sentiment très diminué de la dimension associative, et donc aussi quelque part un peu contestataire en politique. Ouais. Souvent, dans d'autres domaines, ça renvoie aussi aux formations. Et y a-t-il des formations spécifiques dans le domaine humanitaire, avec les écoles, HEC a sa branche humanitaire, etc. Ce qui pourrait expliquer aussi le fait que cette dimension n'est absolument pas évoquée dans les écoles. Il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations. Alors après, différentes. Il y a des formations. Il y a des masters à l'université, etc. Là, c'est effectivement ce que vous évoquez, l'idée d'HEC, etc. C'est ça qui m'y fait penser. Mais c'est vrai que des grandes écoles comme Sciences Po, HEC, je crois, l'ESSEC, etc. ont créé beaucoup de filières humanitaires, coopération internationale, développement, etc. Et là, effectivement, on se rend compte que c'est les étudiants qui viennent dans ces filières-là. Déjà s'ils font Sciences Po, ils ont des ambitions, c'est normal, etc. Mais ils investissent sans doute pas ces filières comme les générations avant pouvaient investir en se présentant tout simplement à une association, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de formations. Maintenant, il y a beaucoup de formations. Il y a quand même des formations où il y a du il y a quand même de l'agnac, j'ai envie de dire. Je pense à Bioforce, à Lyon, à 3A, Humacop, qui sont des structures parfois un petit peu plus sur la logistique que sur des aspects de gestion, coordination, etc., plus pour les grandes écoles. Mais là, il y a des gens quand même qui sont plus investis dans le terrain, et donc un petit peu plus politisés sans doute. Alors dans l'associatif, on le voit aussi, parce que c'est le fait d'avoir recruté des cadres dans les grosses structures associatives ou les groupes associatifs qui, comme tu disais tout à l'heure, étaient des gens qui avaient fait leur carrière dans
carrière dans le privé et qui étaient recrutés ensuite. Ça se passe pareil dans le social, par exemple, ou ailleurs. Et je dirais qu'actuellement, on assiste aussi au double Nelson, c'est-à-dire qu'on a déjà ce type de personnes, donc avec quand même une vision managériale de la société qui sont aux manettes sur les postes de décision, et les nouveaux qui arrivent sont justement, c'est ce que j'allais dire, rappeler que quand même dans toutes les grandes écoles ont maintenant leur formation ESS, business social, etc., donc entrepreneuriat social. Donc on a aussi, voilà, c'est pas pour dire que les gens qui sortent de ces trucs-là sont des diabolisés, mais ils viennent quand même formatés avec une vision qui est pas, qui est pas neutre, voilà. Et, t'as fini? Moi, j'ai juste besoin de donner l'actu sur les cibles et après, je vous en... On va donner Didier, tu donnes ton actu sur les cibles. Puis après, on va quitter les lieux, je pense, parce que Thomas, il est pointé là et on va dépasser l'horaire. Oui. Mais alors, Oui, je voulais juste dire que tout indique que les besoins d'intervention humanitaire vont sans doute s'accroître dans les 10 ans qui viennent. C'est en tout cas quelque chose qu'on a beaucoup dit quand on a parlé de la COP21. Si on n'agit pas maintenant, dans 10 ans, toutes les énergies seront pour gérer l'impensable. Hein. Et il y a également l'aggravation des logiques de guerre, hein. Et aussi peut-être une nouvelle crise financière. Enfin, on peut imaginer il y a de multiples risques très importants. Et donc, je pense qu'il faut anticiper cette aggravation qui va se traduire par le fait que les questions qu'on évoque vont devenir centrales, hein, et stratégiquement incontournables. Et la seule manière, à mon avis, que je sens, que je vois avec ce qu'on dit ce soir, c'est d'armer les responsables des ONG et des associations d'une conception forte et d'une vision large de la portée de l'action qu'ils mènent, au-delà de l'action immédiate qui est l'action, etc. Et donc il faudrait unir nos efforts pour faire un travail de réflexion en profondeur, et puis pour faire savoir, hein, quelqu'un a dit tout à l'heure que savoir vendre aussi ça, être attractif, etc. Je n'ai pas la solution, hein, mais je pense que c'est un chantier très important, hein, si on ne veut pas être débordé par l'arrivée d'événements cataclysmiques un de ces jours. Bon, et dernière chose, alors ça c'est pas, désolé, hein, pour oublier l'ambiance, donc ça c'est pas évidemment c'est pas une bonne nouvelle, même si c'est pas une bonne surprise. Donc concernant les Social Impact Bonds en France, après la publication du fameux rapport de l'Institut de l'entreprise au mois de novembre, rapport d'ailleurs qui citait abondamment le CAC parmi les détracteurs de ce système. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu dans ce rapport, donc il y avait deux Social Impact Bonds à la française qui étaient présentés comme des fictions, avec moult tableaux chiffrés expliquant comment tout ceci allait être formidable et nous faire économiser beaucoup d'argent. 3 semaines après, il y avait un dossier fait par RTL qui annonçait le lancement d'un de ces Social Impact Bonds avec le groupe associatif Ciel Bleu, qui fait de la prévention qui fait de la gymnastique adaptée avec des personnes âgées. Et j'ai enfin réussi à voir ce matin quelqu'un à Bercy qui m'a confirmé. Donc voilà ce qu'on a le droit de dire pour le moment. Il existe effectivement des réunions interministérielles. D'ailleurs, le ministre en a déjà parlé avec les journalistes. Le principe a été acté pour lancer un dispositif de type cible rapidement. On connaîtra les contours prochainement. Voilà, ça date de ce matin. Donc le gouvernement a décidé de mettre en place les Social Impact Bonds, en clair ça veut dire ça, et qui va prendre les dispositions législatives pour cela, et réglementaires. Voilà, donc ça veut dire que évidemment, donc au moment où le collectif des associations citoyennes avait donc fait un petit peu de bruit autour de ça, il y a eu même une question orale posée à l'Assemblée.
Et à l'époque, on nous avait, la réponse avait été faite en disant que ce dossier n'était absolument pas... Le gouvernement n'avait pas donné suite. Voilà, exactement. Le gouvernement n'a pas donné suite au rapport. Probablement, là, il ne donne pas suite au rapport CIBI, il donne suite au rapport de l'Institut de l'entreprise. Donc, ils n'ont pas menti, tout va bien. Il faut faire, je crois, reposer une question à Jacques Fraisse. Oui. Bon, si il n'y a personne qui a une question ou une intervention rentrée, nous allons... Excusez-moi, je suis arrivée très en retard. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait enregistré pour que je puisse rentrer au cas où moi? Oui, oh, génial. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous invite à clore la séance. Et puis,